suis vraiment contente d'être ici. Et donc, je suis ici en tant que biologiste pour vous parler d'un domaine de la biologie qui est vraiment nouveau, bien qu'il ait ses bases au XVIIe siècle avec Jean-Baptiste Delamarck, mais c'est un domaine de la biologie qui, je pense, est révolutionnaire et qui va, je pense aussi, permettre des progrès en médecine rapides et des progrès qui ne seraient peut-être pas possibles avec ce genre de biologie. J'espère que dans les hypothèses que je vais faire, il n'y en a pas trop qui seront fausses et que je ne vais pas faire trop d'erreurs. Voilà. Donc nous sommes tous constitués de milliards de cellules et chaque cellule contient notre bagage génétique. Donc chaque cellule a un noyau qui contient 23 paires de chromosomes et ces chromosomes sont faits de filaments de l'ADN et cet ADN, c'est la séquence de l'ADN qui fait les gènes. Donc on a environ entre 20 000 et 25 000 gènes. Et c'est ce qui fait notre inné, c'est-à-dire c'est notre bagage génétique qu'on hérite en partie de notre mère et en partie de notre père. L'inné nous donne certaines caractéristiques et fait en partie ce que nous sommes. Mais en fait, on est beaucoup plus que juste nos gènes. Notre acquis, les expériences de vie, les environnements auxquels on est exposé pendant toute notre vie sont aussi très importants et déterminent notre personnalité, notre santé, notre sensibilité aux maladies et même jusqu'à notre longévité ou notre durée de vie. Or, il y a des tas de circonstances ou d'expériences de vie qui nous influencent, que ce soit des circonstances positives ou négatives, l'alimentation, les médicaments, l'alcool, le tabac, les pollutions environnementales, les agents toxiques, le plastique, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et ces agents, ces expériences de vie également, peuvent affecter toutes les cellules dans notre corps, que ce soit les cellules du cerveau, les cellules du cœur ou même les cellules germinales, les cellules reproductrices. Et en fait, ces expériences nous affectent tout au cours de la vie, mais tout particulièrement pendant l'enfance et l'adolescence, parce que notre corps est en pleine formation et les cellules sont extrêmement sensibles à l'environnement. Or, il est clair que l'inné, nos gènes, sont transmis à travers les générations. Maintenant, on peut se poser la question, ou l'hypothèse, est-ce que nos acquis peuvent également être transmis? Est-ce que, par exemple, ce que ce grand-père a vécu, s'il était exposé à un traumatisme de guerre, admettons, qui a eu des effets forts sur sa personnalité, sur sa sensibilité aux maladies, ou l'a rendu dépressif, par exemple, est-ce que ce sont des acquis qu'il pourrait transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants? C'est une question qui peut sembler un petit peu bizarre ou incongrue, parce que dans la pensée normale, le dogme en biologie est que ce sont par les gènes que les choses sont transmises. Or, maintenant, en biologie, c'est une idée qui est admise parce qu'il y a des tas de caractères qu'on acquiert ou de dysfonction de l'organisme ou de maladie qui sont dus à l'environnement et on sait sont transmises sur plusieurs générations. Donc, c'est un concept qui a évolué énormément, mais dont la base biologique reste encore assez floue. Alors, si on émet cette hypothèse, quels sont les mécanismes possibles? On sait que les cellules, déjà, pour qu'il y ait transmission à travers la génération, il faut que les cellules germinales ou les cellules reproductrices soient affectées. Or, les cellules, en particulier les cellules reproductrices, en plus du bagage génétique, ont un bagage épigénétique. C'est-à-dire, c'est toute une série de marques biochimiques qui sont sur l'ADN ou près de l'ADN, qui le modifient, et qui, en fait, déterminent l'activité des gènes. Ça détermine si un gène est actif ou pas. Les gènes, sans les marques épigénétiques, ne font rien, sont inutiles. Il existe plusieurs marques épigénétiques, et parmi les plus importantes, il y a la méthylation d'ADN, donc c'est des résidus méthyles qui se fixent sur l'ADN à des endroits bien précis, et il y a des ARN non codants. Ce sont des petites ou des grandes molécules d'ARN qui existent à proximité de l'ADN, qui peuvent s'y fixer et le contrôler, le régler. Maintenant, si on se pose la question, est-ce que les marques épigénétiques peuvent être modifiées par l'environnement? Est-ce qu'elles pourraient être responsables de phénotypes comportementaux, par exemple la dépression, que j'ai déjà mentionné? Si c'est le cas, est-ce qu'elles peuvent garder en mémoire ou garder une mémoire d'expériences de vie qui ont des effets négatifs ou positifs
de façon à ce que ça soit transmis à travers les générations. Alors pour tester cette hypothèse, on doit faire appel ou on doit avoir recours à un modèle expérimental de laboratoire, parce que ce n'est pas possible de faire ce genre de tester ce genre d'hypothèse sur l'être humain. Et la souris de laboratoire est un excellent modèle pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on peut sélectionner les souris de façon à ce qu'elles soient homogènes au niveau génétique. On a des souches de souris qui ont absolument, exactement les mêmes gènes. Donc ça permet, si on s'intéresse aux marques épigénétiques, d'éliminer la variabilité génétique. Donc elles ont toutes les mêmes gènes. On peut maintenant bien étudier les différences de marques épigénétiques. Un autre avantage de la souris est que la durée de génération est relativement courte. Une souris est adulte environ 2-3 mois et on peut générer de la progéniture sur plusieurs générations. En tout cas, dans la vie d'un chercheur, c'est difficile, c'est long, c'est coûteux, mais c'est faisable. Un dernier avantage des souris est que si on veut les exposer à un environnement particulier ou à une expérience particulière, on peut le faire de façon contrôlée et reproductible. Donc, avoir des grands groupes et les soumettre à la même expérience. Donc, c'est ce qu'on a fait dans mon laboratoire, tout particulièrement autour de la question des traumatismes précoces. On a mis au point un protocole qui dépend de la séparation maternelle imprévisible, quotidienne. Donc c'est un protocole qui traumatise les souriceaux pendant les premières semaines de vie. Ça correspond environ chez l'homme, ça correspondra à 2/3 de l'enfance. Donc c'est la séparation maternelle imprévisible quotidienne qui est couplée à du stress maternel imprévisible. Donc c'est une manipulation, c'est traumatique, émotionnelle et physique. Et ensuite, on observe, on étudie les conséquences sur le comportement, sur les métabolismes et sur les fonctions générales à travers les générations, en croisant les animaux avec des animaux contrôle, de façon à générer la première, la deuxième, la troisième génération. Et on s'est intéressé tout particulièrement au comportement. Chez l'homme, c'est connu dans la littérature, en psychiatrie clinique, qu'être confronté à des traumatismes dans l'enfance donne souvent des profils de dépression à l'âge adulte. Donc on peut tester la dépression chez la souris. Il y a un test qui a été mis au point dans les années 70 qui est un test de nage forcé. Et ça consiste à mettre l'animal dans un récipient d'eau froide. Et vous voyez sur la gauche, une souris normale qui nage, elle essaie de s'échapper. Sur la droite, une souris dépressive qui flotte. Or, les animaux qui ont été soumis à ce traumatisme de séparation et de stress maternel sont dépressifs, et ça sur plusieurs générations. Même les arrière-petits-enfants qui n'ont pas été en contact avec les mâles qui ont été traumatisés, même si on les fait adopter par d'autres femelles, ils sont aussi dépressifs que leur arrière-grand-père. Donc ça indique qu'il y a une transmission des effets du stress. Maintenant, pour revenir à notre hypothèse cellulaire, est-ce que ceci s'accompagne d'une modification des marques épigénétiques sur le génome? Oui, on a examiné ça sur les gamètes, les spermatozoïdes en particulier, et dans d'autres cellules comme les neurones, et on a observé qu'il y avait une méthylation de l'ADN qui est aberrante. Il y a trop de méthylation sur certains gènes, pas assez sur d'autres. Et les ARN non codants sont en excès de façon assez importante. Maintenant, c'est une bonne indication que les marques épigénétiques peuvent être modifiées par l'environnement, mais ce n'est pas la preuve finale. Pour prouver vraiment que ces marques épigénétiques sont responsables de la transmission des effets du traumatisme à travers les générations, il faudrait être capable de reproduire ces altérations. Or, pour la méthylation de l'ADN, techniquement, ce n'est pas possible, parce que dans ce cas-là, la méthylation est trop abondante à certains endroits et elle est absente à d'autres. Donc, expérimentalement parlant, techniquement parlant, ce n'est pas faisable de nos jours. Par contre, reproduire un excès d'ARN dans un embryon, c'est tout à fait faisable. Donc, c'est une chose qu'on a mise au point. On a tout d'abord extrait les ARN de cellules de spermatozoïdes de mâles traumatisés, qu'on a injectés dans des ovules contrôle fertilisés par des spermatozoïdes contrôle. Donc là, on a un futur embryon qui est complètement normal, mais il contient simplement l'ARN de spermatozoïdes de mâles traumatisés. Et après injection, on prend les ovules injectés, on les transfère dans des femelles préparées hormonalement
par chirurgie. Et on attend que la femelle mette bas, et on attend que les animaux deviennent adultes, et ensuite on teste leur comportement. Et ce qu'on a observé, c'est que les animaux issus de ces œufs injectés sont tout aussi dépressifs que les mâles dont on a extrait l'ARN, et également leur progéniture. Donc ce qui apporte la preuve que l'ARN des cellules germinales est un vecteur, un médiateur de la transmission des effets du traumatisme. Maintenant, quelles sont les retombées de ce genre de recherche pour l'homme, pour la médecine? En psychiatrie, comme je vous ai dit, c'est connu que être exposé à des traumatismes comme des accidents, des violences, la maltraitance, l'abandon. La maltraitance, mais ça peut être aussi l'humiliation, c'est-à-dire des mauvais rapports entre parents et enfants qui empêchent l'enfant de se développer psychiquement parlant normalement. Ça peut conduire à des maladies psychiatriques comme la dépression, la schizophrénie, des troubles du comportement, même jusque des suicides, et qu'on sait que ces maladies sont transmises à travers les générations. Et malgré des centaines, voire des milliers d'études génétiques, on n'a encore pas trouvé le gène de la dépression ni le gène de la schizophrénie. C'est parce que ces maladies sont dues essentiellement à des expositions environnementales, à des mécanismes épigénétiques. De même, de nombreuses études sur des descendants d'enfants pendant la conception, qui ont été conçus ou qui ont vécu pendant des périodes de grande famine pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment en Suède et en Hollande. Les descendants de ces enfants-là ont une incidence supérieure de maladies cardiovasculaires, d'obésité et de diabète. Et ça, donc, sur plusieurs générations. Il y a maintenant aussi de plus en plus d'exemples des conséquences de l'exposition aux pesticides, dont de nombreux sont des perturbateurs endocriniens, qui ont des conséquences sur plusieurs générations. Et également les plastiques alimentaires, ceux qui contiennent du bisphénol A. On sait maintenant que les effets peuvent être transmis à travers les générations. Donc, comme je vous disais, c'est un domaine de la biologie qui est assez révolutionnaire, qui est émergent, qui est difficile conceptuellement et pratiquement, parce que c'est... je suis bien d'accord qu'il y a beaucoup de découvertes qui peuvent se faire par hasard, mais nous, en l'occurrence, on ne peut pas travailler par hasard. On est obligé d'avoir des plans expérimentaux détaillés, précis, sur plusieurs générations, donc ça demande énormément de temps. Mais je pense vraiment que ce genre de recherche, malgré toute la difficulté, est prometteur. Et je suis moi-même particulièrement engagée dans ce genre de recherche. J'espère que nos résultats, un jour, vont pouvoir, en tout cas, apporter des réponses aux questions qu'on se pose, ou que les cliniciens se posent dans différents domaines, que ce soit la psychiatrie, moi je m'intéresse particulièrement à la psychiatrie, mais que ce soit la psychiatrie, le métabolisme, les cancers, il y a énormément de cancers qui sont dus aux facteurs environnementaux, et que j'espère que nos résultats pourront aider au développement de diagnostics ou d'approches thérapeutiques dans le futur. Merci.